Donc le 1er juillet 2026, Steve Witkoff et Jared Kushner, les deux envoyés les plus haut placés de l'administration Trump, viennent d'atterrir à Doha, au Qatar. Ils ont fait tout ce chemin pour rencontrer des médiateurs. Ils tentent de sauver un accord qui commence à se fissurer de toutes parts, et l'Iran a refusé de se présenter. Non pas parce qu'ils n'ont envoyé personne. La délégation technique iranienne était bien à Doha, mais elle a catégoriquement refusé de se trouver dans la même pièce que Witkoff ou Kushner. Chaque conversation devait passer par des intermédiaires qataris, et comme prévu, dans les temps, chaque grande chaîne d'information du monde occidental a tiré la même conclusion. L'Iran s'affaiblit, l'Iran est acculé, l'Iran gagne du temps parce qu'il perd du levier à la table des négociations. D'accord, je veux défendre exactement le contraire, parce que voici ce qui se passe réellement. Pendant que tout le monde regarde le théâtre à Doha, trois choses viennent de se produire exactement au même moment. Et presque personne, je dis bien presque personne, ne les relie entre elles. Premièrement, Ghalibaf, le chef négociateur iranien, qui est également président du Parlement, vient d'annoncer que l'Iran a exporté plus de 40 millions de barils de pétrole en moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines, les amis, depuis que les États-Unis ont levé leur blocus naval. Deuxièmement, l'Iran pousse fort, non pas en suggérant, non pas en demandant, mais en exigeant des frais obligatoires sur chaque navire qui passe par le détroit d'Ormuz. Et je veux être très précis sur ce mot, obligatoire. Pas volontaire, pas une contribution de service, obligatoire. Troisièmement, le Hezbollah vient de déclarer que l'accord cadre trilatéral négocié par les États-Unis entre l'Amérique, Israël et le Liban constitue un acte de trahison et qu'il gardera ses armes plus fermement que jamais. Les médias traitent ces événements comme 3 histoires distinctes, se déroulant à 3 endroits différents sur la carte. Ce ne sont pas 3 histoires distinctes, c'est une seule stratégie. Une stratégie unique et cohérente, conçue pour faire exactement une chose, forcer les États-Unis à choisir entre leur position publique et leur levier réel. Et dans les 20 prochaines minutes environ, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe sous la surface. On ne va pas parler de comptes de missiles ou d'effectifs militaires. On va parler de la logique structurelle, de l'architecture invisible qui est à l'origine de tout ce que vous voyez dans l'actualité en ce moment. Et quand on aura terminé, je pense que vous comprendrez pourquoi la question que les médias posent en boucle, l'Iran signera-t-il un accord final, est en réalité la mauvaise question. La bonne question est celle-ci. Au jour 61, quand la fenêtre de 60 jours du mois de mai se ferme, quel camp sera dans la situation la plus douloureuse? Bon, entrons dans le vif du sujet. Commençons par un chiffre que je vous garantis n'avoir pas vu présenté dans son contexte complet dans aucun grand média. 40 millions de barils de pétrole en moins de 2 semaines. Ghalibaf l'a annoncé publiquement comme s'il s'agissait d'une victoire militaire. Et dans un certain sens, c'en est une. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'Iran vient de traverser une guerre directe avec les États-Unis et Israël. Ses installations nucléaires ont été détruites lors de l'opération Midnight Hammer. Khamenei est mort dans une frappe aérienne. L'inflation atteint 88,6%. Je ne prétends pas que ce sont des détails mineurs. Ce sont des pertes réelles, graves, indéniables. Mais voici ce qui est également vrai. L'Iran vend du pétrole massivement. 40 millions de barils en moins de 2 semaines. Et des sources indépendantes de suivi maritime avancent même un chiffre plus élevé, proche de 50 millions de barils. Avec des prix du pétrole élevés précisément à cause de cette guerre que tout le monde disait devoir briser l'Iran, vous pouvez vous-même calculer ce que représentent ces revenus. Ce n'est pas une somme négligeable. Et voici ce que Ghalibaf a réellement déclaré. Je veux que vous écoutiez attentivement. Il a qualifié le détroit d'Ormuz, et ce sont ses mots, pas les miens, de don divin que Dieu a accordé à l'Iran pendant cette guerre. Et il l'a appelé leur plus grand instrument de puissance. Arrêtons-nous là. Le chef de l'équipe de négociation iranienne, l'homme qui se trouve en ce moment même à Doha, a appelé une voie maritime stratégique une arme, pas une route de navigation internationale, pas un droit maritime sous le droit international, une arme, son arme. Ce n'est pas un lapsus, c'est une déclaration stratégique. Permettez-moi maintenant d'expliquer pourquoi cette déclaration compte davantage que tout ce qui se passe dans le cycle d'actualité aujourd'hui. Regardez la géographie. Le détroit d'Ormuz ne fait qu'environ 33 km à son point le plus étroit. On pourrait presque le traverser à la nage par beau temps. Et pourtant, 20% de l'approvisionnement mondial total en pétrole transite par ce minuscule goulot d'étranglement chaque jour. Le Japon obtient 75% de son énergie importée par ce détroit. La Chine en obtient 40%, l'Inde 60%. Le Premier ministre japonais a littéralement déclaré publiquement que si Ormuz se ferme, l'économie japonaise s'effondre dans les 8 à 9 mois, pas des années, des mois. L'Iran le sait, évidemment. Cela fait des décennies qu'ils le savent. Et en ce moment, ils l'utilisent. L'Iran exige des frais obligatoires sur tous les navires transitant par Ormuz. Oman a proposé un cadre volontaire, une sorte de redevance de service pour l'entretien maritime. L'Iran a dit non, ça doit être obligatoire.
Et vous pourriez penser, d'accord, quelle est la différence pratique entre volontaire et obligatoire? Dans les deux cas, l'Iran est payé, non? La différence, c'est la souveraineté. C'est toute la différence. Volontaire signifie que vous percevez des frais de service. Vous êtes un opérateur de péage. Obligatoire signifie que vous affirmez qu'il s'agit de votre territoire souverain et que quiconque y entre doit se soumettre à votre autorité. L'Iran ne veut pas être un percepteur de péage. L'Iran veut que le monde reconnaisse formellement que l'une des voies maritimes les plus stratégiquement importantes de la planète est sous juridiction iranienne. Le secrétaire Rubio a tracé une ligne rouge. Il a dit que les frais obligatoires sur une voie maritime internationale violent le droit international. Et techniquement, il a raison. Mais je veux poser une question très simple et très pratique. Qui fait respecter cela? Quel est le mécanisme d'application concret? Parce que si la réponse est la marine américaine, cette même marine qui vient de lever un blocus naval parce que le coût militaire et politique de son maintien est devenu trop élevé, alors c'est un mécanisme d'application très intéressant, n'est-ce pas? Voici un cadre pour comprendre ce que l'Iran fait réellement en ce moment. Je l'appelle la stratégie de transfusion sanguine économique. Le concept est simple. Un pays qui subit de graves dommages lors d'une guerre peut se rétablir bien plus rapidement que prévu s'il contrôle une ressource sans laquelle l'économie mondiale ne peut tout simplement pas fonctionner. L'Iran n'a pas besoin de reconstruire immédiatement chaque installation détruite. Il n'a pas besoin de réparer chaque infrastructure endommagée tout de suite. Il lui suffit d'ouvrir le robinet pétrolier et de maintenir le contrôle opérationnel du détroit. L'argent afflue et s'occupe du reste. C'est pourquoi Ghalibaf souriait en évoquant ces chiffres d'exportation. Non pas parce que l'Iran gagne sur le champ de bataille, mais parce qu'il gagne financièrement. Et en géopolitique, sur le long terme, le jeu financier l'emporte presque toujours sur le jeu militaire. L'histoire nous le montre encore et encore. Cela change tout le contexte des pourparlers de Doha, car l'Iran ne s'assoit pas pour négocier en tant que pays désespéré à bout de souffle. Il négocie en tant que pays disposant de revenus pétroliers croissants, d'une arme énergétique opérationnelle et d'un avantage structurel sur une voie maritime que l'Europe, la Chine, le Japon et l'Inde ne peuvent pas se permettre de perdre. C'est une position de négociation très différente de celle que les médias décrivent sans cesse. Maintenant, parlons de ce que je considère sincèrement comme la plus grande erreur stratégique que font les États-Unis dans ce conflit. Et pour la comprendre correctement, nous devons remonter à 1978. Le 26 juin 2026, les États-Unis ont arrangé un accord appelé l'accord cadre trilatéral entre l'Amérique, Israël et le Liban. 14 points signés à Washington. Et le véritable objectif, même si aucun officiel ne le dit clairement, est d'arracher le Liban et le Hezbollah à l'axe de résistance iranien. Cette stratégie a un nom dans la littérature des relations internationales. C'est une stratégie de Cohen. Et les États-Unis ont utilisé exactement cette stratégie avec un succès historique spectaculaire exactement une fois, en Égypte, en 1978. Voici ce qui s'est passé. L'Amérique a sorti l'Égypte de la coalition arabe et de la sphère d'influence soviétique grâce à un seul accord. Washington a fait pression sur Israël pour qu'il rende à l'Égypte la totalité de la péninsule du Sinaï. Pas une partie, la totalité. Plus des milliards de dollars d'aide annuelle. Le président Sadat a accepté. L'Égypte a signé un accord de paix avec Israël. Le front arabe uni s'est effondré de l'intérieur et l'Union soviétique a perdu du jour au lendemain son client arabe le plus important. C'est considéré comme l'un des plus grands succès géopolitiques de toute l'ère de la guerre froide pour les États-Unis. Et c'en était un. Une stratégie véritablement brillante. Et maintenant, en 2026, les États-Unis essaient de faire exactement la même chose avec le Liban. La formule semble presque identique en surface. 500 millions de dollars d'aide humanitaire, 30 millions remboursés directement aux forces armées libanaises, l'Amérique pilotant une coalition internationale de reconstruction, Israël se retirant du sud du Liban par phase. En échange, le Liban désarme le Hezbollah et déclare qu'aucune force extérieure ne peut utiliser la violence au nom du Liban, sans autorisation explicite du gouvernement. Ce qui est une manière très élégante de dire « Iran, retirez vos mains du Liban ». Sur le papier, cela ressemble à une copie parfaite de Camp David 1978. En réalité, je pense que c'est un désastre au ralenti, et je veux nommer ce problème. Je l'appelle le piège inverse de Camp David. En voici le cœur. En 1978, les États-Unis séparaient un État-nation d'une superpuissance extérieure. Sadat avait une autorité de commandement absolue sur l'armée égyptienne. Quand il a décidé d'expulser les conseillers soviétiques et de signer la paix avec Israël, il pouvait le faire d'un simple décret exécutif. L'armée égyptienne a obéi aux ordres. L'État a tenu.
Les Soviétiques n'ont eu d'autre choix que de faire leurs valises. En 2026, les États-Unis tentent de séparer le Liban d'une force qui n'est pas du tout extérieure au Liban. Le Hezbollah n'est pas une puissance étrangère opérant sur le sol libanais. Il est profondément et structurellement intégré dans le système politique libanais, ses réseaux d'aide sociale, son infrastructure économique. Il a des membres élus au Parlement, il gère des hôpitaux, il fait fonctionner des écoles, il dispose de caches d'armes, de structures de commandement et de décennies de relations communautaires tissées dans le tissu même du pays. Et plus encore que tout cela, plus que les armes, plus que la représentation politique, le Hezbollah dispose d'un veto politique à l'intérieur du Liban en ce moment. Dans les minutes qui ont suivi la signature de l'accord-cadre à Washington, le député du Hezbollah Hassan Fadlallah a annoncé publiquement qu'ils garderaient leurs armes plus fermement que jamais. Le président du Parlement libanais, Nabi Berri, le plus important allié politique du Hezbollah, a averti que le Liban se trouve au bord d'une nouvelle guerre civile. Est-ce que vous voyez ce que cela signifie structurellement? L'Iran n'a pas besoin de tirer un seul missile. Le Hezbollah n'a pas besoin d'attaquer qui que ce soit. Il lui suffit de dire non. Un mot, non. Et tout le cadre s'effondre de l'intérieur. Parce qu'il n'existe aucun mécanisme permettant à quiconque de faire respecter la clause de désarmement contre la résistance active du Hezbollah. Les forces armées libanaises n'ont pas la capacité militaire ni le capital politique pour désarmer de force le Hezbollah. Elles n'en sont pas capables. Et si elles essayaient, si l'armée libanaise se retournait sérieusement contre le Hezbollah, il existe un risque réel et documenté historiquement que l'armée libanaise se fragmente selon des lignes confessionnelles et que le Liban glisse vers une nouvelle guerre civile. Voilà le piège inverse de Camp David. L'Amérique applique un manuel du XXe siècle à un problème structurel du XXIe siècle. En 1978, l'obstacle consistait à convaincre un dirigeant de prendre une décision. En 2026, l'obstacle consiste à amener un acteur non étatique aux racines domestiques profondes à se désarmer contre sa volonté, en utilisant une armée nationale trop fragile pour tenter pareille chose. Ce sont des problèmes complètement différents, et les traiter comme s'ils étaient identiques est une erreur d'analyse grave. Maintenant, relions cela à Doha, parce que c'est là que les pièces s'assemblent. Pourquoi l'Iran refuse-t-il de s'asseoir directement en face de Witkoff et Kushner? Vance a qualifié cela de tactique de négociation persane, et je trouve ce cadrage véritablement intéressant, mais je pense qu'il existe une explication plus limpide. L'Iran sait que Doha n'est pas l'arène où cette guerre se gagne ou se perd. La véritable bataille se joue simultanément sur deux fronts. D'abord, à Beyrouth, où l'accord-cadre trilatéral survivra ou s'effondrera. Et l'Iran sait déjà que le veto du Hezbollah le fera s'effondrer. Ils ont construit ce système, ils le comprennent mieux que Washington. L'Iran n'a pas besoin d'être à Doha pour gagner à Beyrouth, il lui suffit d'être patient. Ensuite, à Hormuz, où l'Iran établit des faits sur le terrain chaque jour, qui déterminent ce que tout accord futur pourra réalistement contenir, chaque baril exporté, chaque pétrolier qui passe sans interférence, chaque négociation sur les frais obligatoires ou volontaires. L'Iran construit un levier structurel qui ne disparaîtra pas quand l'horloge de 60 jours s'arrêtera. En refusant les rencontres directes, l'Iran envoie un message. Nous n'avons pas besoin de nous asseoir en face de vous pour accumuler des avantages. Notre avantage se construit là où vous ne regardez pas assez attentivement. Et je dois dire que c'est une position sophistiquée pour un pays qui, paraît-il, vient d'être écrasé dans une guerre. Maintenant, je veux faire quelque chose que je considère essentiel à ce stade de l'analyse. Je veux présenter la version la plus solide possible de l'autre camp, parce que je ne veux jamais que vous acceptiez simplement ce que je vous dis. Ce serait contraire à tout l'objet de cette démarche. Laissez-moi donc défendre au mieux la position américaine. Donnons la meilleure version de l'argument selon lequel Vance pourrait avoir raison. Vance a dit que l'Amérique est dans une situation gagnant-gagnant, que les négociations réussissent ou échouent, Washington s'en sort gagnant. Et voici la version sérieuse de cet argument. Les États-Unis ont détruit les installations nucléaires de l'Iran. Le guide suprême est mort. Le programme de missiles iranien a subi des dommages significatifs. L'inflation est à 88% et monte. L'économie iranienne est sous une pression écrasante. De ce point de vue, l'Amérique négocie depuis une position de force réelle. L'Iran a besoin de cet accord pour survivre économiquement. Donc, quelles que soient les exigences de l'Iran à la table, quelles que soient les mises en scène à Doha, la pression économique finira par forcer de vraies concessions. Et cet argument a de solides précédents historiques. C'est exactement ainsi que les États-Unis ont géré l'Irak après 1991. Pression soutenue, supériorité militaire, étranglement économique par les sanctions. Ça a fonctionné. Du moins jusqu'à la prochaine série de complications. Je veux reconnaître quelque chose de gênant. Cet argument n'est pas irrationnel. Il existe de véritables raisons substantielles de croire qu'une pression américaine soutenue et coordonnée pourrait finalement pousser l'Iran vers un compromis significatif. Je ne le rejette pas. Les succès militaires sont réels.
Les dommages infligés à l'Iran sont réels. Mais voici précisément ce que l'argument du scénario optimal ne peut pas expliquer. Et c'est là que tout se joue. Il ne peut pas expliquer pourquoi, après des décennies de sanctions, l'Iran disposait encore d'un programme nucléaire actif au moment où cette guerre a commencé. Il ne peut pas expliquer comment, même sous un blocus naval, l'Iran a réussi à exporter 40 à 50 millions de barils de pétrole en 2 semaines dès la levée de ce blocus. Ce ne sont pas les comportements d'un pays qui a épuisé ses options. Mais la chose la plus importante que l'argument du gagnant-gagnant ne peut pas expliquer, c'est la variable qui n'existait pas en 1991, la Chine et la Russie. En 1991, les États-Unis détenaient ce que j'appelle le monopole du pouvoir de récompense. Washington était le seul acteur sur Terre capable d'offrir à l'Iran tout ce dont il avait besoin pour véritablement se redresser. Accès au marché de capitaux, technologie, exportation, infrastructure, intégration dans le système commercial mondial. Il n'y avait pas d'alternative. L'Union soviétique s'était effondrée. La Chine était encore un pays en développement. Les États-Unis tenaient toutes les cartes. En 2026, la Chine achète du pétrole iranien via des documents d'expédition qui n'indiquent aucun pays d'origine. La Russie fournit des technologies militaires et bloque toute pression sérieuse au Conseil de sécurité de l'ONU. Non pas parce qu'ils aiment l'Iran, soyons honnêtes, personne en géopolitique n'agit par amour, mais parce que si l'Iran s'effondre sous la pression américaine, cela envoie un message à tous les pays dans l'orbite russo-chinoise. Ne défiez pas les États-Unis, car il n'existe pas de filet de sécurité. Et c'est un message que Pékin et Moscou ne peuvent pas se permettre de laisser passer. Quand vous avez à la fois Pékin et Moscou qui fournissent une assurance économique et diplomatique à Téhéran, la campagne de pression américaine ne peut pas atteindre la masse critique nécessaire pour forcer une véritable capitulation. Le levier est réel, il est simplement insuffisant dans un monde multipolaire comme il l'était dans un monde unipolaire. Voilà l'écart structurel dans l'argument de Vance. Et ce n'est pas un petit écart. Ajoutons maintenant une dernière couche, celle que je considère comme la plus importante pour comprendre où tout cela va dans les 6 à 18 prochains mois. De nombreux analystes sérieux, des gens que je respecte, concluent que l'axe de résistance de l'Iran a été gravement dégradé par cette guerre. L'axe comprenant le Hezbollah, les Houthis et les groupes armés en Irak. L'argument avancé est que la doctrine de défense avancée de l'Iran a montré ses limites, que les proxys ont révélé leurs faiblesses, que l'ensemble du réseau est diminué en termes de chiffres bruts. Cette évaluation est défendable, mais affaibli et anéanti sont deux choses complètement différentes. Et les confondre est une erreur d'analyse très grave. Voici un cadre que j'appelle la stratégie de la pieuvre. Voici ce qu'il faut comprendre sur une pieuvre. On peut lui couper un tentacule. La pieuvre survit. Certaines espèces peuvent même régénérer le tentacule. Et pendant la période de régénération, les tentacules restants ne deviennent pas passifs. Ils deviennent plus indépendants, plus adaptatifs, plus difficiles à cibler, précisément parce qu'ils ne fonctionnent plus comme une unité coordonnée unique. C'est exactement ce qui se passe avec l'axe de résistance en ce moment. Regardez ce qui s'est réellement passé pendant la guerre. Quand l'Iran lui-même était sous attaque directe, ses forces proxy ont fait preuve d'une retenue surprenante. Le Hezbollah n'a pas ouvert tous ses fronts. Les Houthis ont joué prudemment. Les groupes irakiens n'ont pas escaladé vers une conflagration régionale totale. Pourquoi ? Parce que chaque nœud de ce réseau a sa propre logique locale, ses propres contraintes, son propre calcul du niveau de risque acceptable, compte tenu de ce qui se passe dans son propre pays. Le Hezbollah se bat en ce moment pour sa survie politique au Liban. Il est sous pression de l'accord cadre, des exigences de désarmement, des factions politiques libanaises, sunnites, chrétiens, druzes, qui voient dans ce moment une opportunité de diminuer définitivement la puissance du Hezbollah. Ouvrir un front militaire massif quand on se bat simultanément pour sa vie politique intérieure n'est pas un calcul rationnel. Les Houthis ont leur propre logique. Ils doivent projeter suffisamment de menaces pour dissuader les adversaires régionaux, mais sans manifester une agressivité telle que l'Arabie saoudite ou les Émirats décident que le risque de les laisser exister dépasse le coût de les éliminer. Les Houthis ont leur propre dynamique interne yéménite à gérer. Les groupes irakiens sont imbriqués dans l'État irakien lui-même. Ils ont des postes gouvernementaux, des allocations budgétaires, des partis politiques. Ils ont de fortes incitations à préférer la stabilité à une guerre qui pourrait leur coûter tout ce qu'ils ont construit à l'intérieur de la structure de pouvoir formelle de l'Irak. Qu'est-ce que tout cela nous révèle ? L'axe de résistance est en transition. Il passe d'une structure centralisée où Téhéran coordonnait de grandes opérations synchronisées à un réseau décentralisé où chaque nœud opère de manière autonome en fonction des conditions locales. Plus indépendant, plus adaptatif, plus ancré localement qu'auparavant. Et voici ce que je pense que Washington sous-estime véritablement. Un réseau décentralisé et localement ancré est plus difficile à détruire qu'un réseau centralisé. Pour vaincre l'ancien axe, il fallait couper les lignes de commandement depuis Téhéran.
Pour vaincre le nouvel axe, il faut combattre chaque nœud séparément, dans chaque pays, selon des règles politiques complètement différentes, avec des implications domestiques complètement différentes, à un coût potentiellement énorme dans chaque cas. C'est pourquoi le refus du Hezbollah de se désarmer dans le cadre de l'accord trilatéral n'est pas seulement une question d'armes dans le sud du Liban. C'est une démonstration de ce à quoi ressemble l'axe d'après-guerre dans la pratique, plus dispersé, plus ancré localement et paradoxalement plus résilient que la version qui existait avant le début de la guerre. Avant ce conflit, on pouvait cibler le Hezbollah comme une extension de la politique étrangère iranienne. Après ce conflit, il faut cibler le Hezbollah comme un acteur politique à l'intérieur d'un pays souverain appelé le Liban. Ce sont des combats différents, avec des cadres juridiques différents, des questions de légitimité internationale différentes, des coûts différents. Et l'Iran comprend cela mieux que n'importe quel observateur extérieur. Ils ont construit ce système sur 30 ans. Ils savent que la version décentralisée de l'axe qui émerge de cette guerre est en réalité plus durable que la version qui y est entrée. La pieuvre a perdu un tentacule, mais elle est déjà en train d'évaluer lesquels il lui reste et de chercher comment les rendre tous un peu plus difficiles à trouver. Maintenant, mettons tout cela ensemble, parce que je pense que le tableau d'ensemble devient très clair quand on place les pièces côte à côte. 40 millions de barils de pétrole en 2 semaines. L'Iran se redresse financièrement plus vite que le consensus ne le prévoyait, en utilisant la ressource même que la guerre a fait monter en prix. Hormuz est une arme, selon la propre déclaration de l'Iran. Des faits sur le terrain sont établis chaque jour sur la question de qui détient l'autorité opérationnelle sur la voie maritime la plus importante de la Terre. L'Iran refuse de rencontrer Witkoff face à face à Doha, non pas parce qu'il a peur, mais parce que Doha n'est pas là où cette guerre se gagne. C'est Beyrouth et Hormuz qui comptent. Et dans ces deux endroits, l'Iran détient actuellement l'avantage structurel. L'accord cadre trilatéral n'a aucun mécanisme d'application crédible. Le Hezbollah l'a déjà publiquement opposé son veto. L'armée libanaise ne peut pas l'imposer sans déclencher une guerre civile. Les forces américaines au Liban peuvent observer et documenter. Elles ne peuvent pas combattre le Hezbollah. L'axe de résistance mute. Il n'est pas plus faible au sens où il pourrait être éliminé. Il se décentralise pour prendre une forme plus difficile à cibler et plus profondément ancrée localement dans chaque pays où il opère. La Chine et la Russie fournissent l'isolation économique et diplomatique qui empêche la pression américaine d'atteindre un point de rupture pour Téhéran. Permettez-moi d'être très honnête avec vous ici. Je pourrais me tromper sur certains de ces points. Je pourrais me tromper complètement sur la conclusion d'ensemble. Prenez tout ce que je dis avec du recul. Ce sont mes cadres, mes théories. Je me suis déjà trompé et je me tromperai encore. Mais voici ce que je dirais avec confiance. Le récit selon lequel l'Amérique gagne simplement de manière globale, selon lequel le cadrage gagnant-gagnant est exact, selon lequel l'Iran est acculé, ce récit omet au moins 3 facteurs structurels qui pourraient fondamentalement modifier l'issue. Et les facteurs structurels ne disparaissent pas simplement parce que votre campagne militaire a été impressionnante. Sur la base de tout ce que nous venons d'examiner, voici 3 choses spécifiques que je vous demande de surveiller très attentivement dans les 48 à 72 prochaines heures. Premièrement, regardez si les États-Unis libèrent une partie des 6 milliards de dollars d'actifs iraniens gelés. Galibaf a été explicite là-dessus. C'est une condition préalable à tout engagement substantiel, pas un argument de négociation, une condition préalable. Si l'Amérique refuse de bouger là-dessus, si cet argent reste gelé, l'accord est en train de mourir silencieusement et l'horloge de 60 jours avance vers une échéance dure sans rien en place. Si l'Amérique accepte d'en libérer même une partie, l'Iran gagne immédiatement du levier pour le prochain round et l'utilisera sans aucun doute pour exiger davantage de concessions. Il n'existe aucun scénario où libérer cet argent simplifie les choses pour Washington. Aucun. Deuxièmement, regardez ce qui se passera si ou quand les forces armées libanaises tenteront effectivement d'entrer dans les zones pilotes du sud du Liban. L'accord cadre exige que l'armée libanaise se déplace physiquement dans des zones désignées et prenne le contrôle opérationnel des forces israéliennes. Si elle s'y déplace et que le Hezbollah n'obstrue pas ses mouvements, l'accord a un pouls. À peine, mais un pouls. Si le Hezbollah empêche politiquement ou physiquement ses mouvements, ce que sa position déclarée laisse supposer, l'ensemble du cadre est mort avant même d'être né. Et l'Amérique se retrouve face à un choix sans bonne option. Laisser Israël rester indéfiniment dans le sud du Liban, ce qui contredit l'accord et aliène Beyrouth, ou faire pression sur Israël pour qu'il se retire quand même, ce qui prouve que l'accord était vide de sens dès le départ et coûte à Washington sa crédibilité vis-à-vis de Tel Aviv. Aucun de ces résultats n'est satisfaisant. Troisièmement, regardez le silence de la Chine sur la proposition de frais obligatoires à Hormuz. La Chine apporte 40% de son pétrole par le détroit d'Hormuz. C'est le pays le plus dépendant du bon fonctionnement de cette voie maritime. Et pourtant,
la Chine n'a absolument rien dit contre la proposition de frais obligatoires de l'Iran. Zéro déclaration, zéro plainte diplomatique, rien. En diplomatie internationale, le silence d'une grande puissance n'est jamais neutre. Le silence de la Chine communique deux choses simultanément. À l'Iran, nous n'allons pas vous bloquer là-dessus. À l'Amérique, n'espérez pas que nous rejoignions une coalition pour l'en empêcher. Ce silence accomplit plus de travail stratégique réel que tout ce que Washington ou Téhéran a dit à voix haute cette semaine. Maintenant, voici votre devoir. Je veux que vous lisiez la déclaration en 10 points publiée par 60 membres de l'Assemblée des experts iraniens à la fin du mois de juin. C'est un document dans lequel ils interdisent aux négociateurs iraniens de faire des concessions sur les droits nucléaires et où ils réaffirment des positions dures qui lient les mains de l'équipe diplomatique du président Pezeshkian. Lisez-le attentivement et posez-vous ensuite cette question. Si ce sont les contraintes internes que les négociateurs iraniens ne peuvent véritablement pas violer, parce que leur survie politique en dépend et qu'ils doivent rester dans ces limites. Alors à quoi ressemble concrètement un accord final? Que pourrait-il bien contenir que les deux parties puissent présenter comme une victoire? Contestez-moi si vous pensez que je passe quelque chose à côté. Je veux que vous lisiez le rapport du Centre d'études d'Al Jazeera sur ce que représente l'accord pour les dynamiques de puissance régionale. Lisez l'article du Wall Street Journal sur Trump envisageant de nouvelles frappes contre l'Iran. Lisez l'interview complète de Ghalibaf sur Press TV, dans laquelle il appelle Hormuz un don divin. Vérifiez les chiffres, vérifiez les faits, remettez en question le cadre que je viens de vous proposer. Je ne veux pas que vous acceptiez cette analyse sans esprit critique, parce que voici ce que j'ai appris après avoir longuement étudié le fonctionnement de ces dynamiques. Quand le consensus dominant est très confortable, quand tout le monde semble s'accorder sur un récit propre et simple sur qui gagne, c'est presque toujours exactement le moment où il faut regarder de plus près les facteurs structurels que le consensus ignore. En ce moment, le consensus dit que l'Amérique est en position de force et que l'Iran est acculé. Moi, je vous dis, regardez les 40 millions de barils. Regardez qui ne s'assoit pas à Doha et pourquoi. Regardez le veto du Hezbollah à l'œuvre en temps réel. Regardez le silence de Pékin. Regardez la pieuvre qui vient de prendre un coup, mais n'est pas morte, et qui cherche maintenant comment faire repousser ses tentacules sous une forme plus difficile à localiser. Et demandez-vous honnêtement, est-ce que c'est à ça que ressemble un pays acculé? Et la dernière chose que je veux vous laisser aujourd'hui, parce que je pense que c'est la question qui devrait véritablement tenir les gens éveillés la nuit à Washington en ce moment. Quand Ghalibaf se lève et appelle Hormuz un don divin, quand l'Iran continue de refuser les rencontres directes à Doha tout en pompant 50 millions de barils de pétrole, quand l'Iran exige un contrôle obligatoire sur la voie maritime la plus critique du monde, quand le Hezbollah annonce publiquement qu'il ne se désarmera jamais, quand la Chine observe tout cela et ne dit rien, la question n'est pas de savoir si l'Iran signera un accord final. La question qui importe vraiment est celle-ci. Au jour 61, quand la fenêtre se ferme, qui a le plus besoin de cet accord? Réfléchissez-y, laissez-la infuser. On se retrouve au prochain épisode.